Bonjour, cette troisième vidéo concernant le système de communication va porter sur les boucles à verrouillage de phase, couramment utilisées dans les montages modulateurs ou démodulateurs des signaux, ainsi que dans les montages synthétiseurs de fréquences. Donc, le premier point qui sera abordé concernera la structure d'une PLL avec une description des différents éléments qui vont la constituer. On passera ensuite à la description du principe de fonctionnement d'une boucle à verrouillage de phase, communément appelée PLL en anglais, avant de proposer un exemple de circuit intégré permettant de la réaliser. On finira par donner un exemple d'application de PLL avec le synthétiseur de fréquence. Alors, les boucles à verrouillage de phase, donc communément appelées PLL en anglais, phase looped loop, sont des circuits électroniques permettant l'asservissement de la phase ou de la fréquence d'un oscillateur local à celle d'un signal extérieur qui va attaquer la PLL. Donc, la PLL est équipée d'un oscillateur local dont la fréquence va se synchroniser avec la fréquence d'un signal extérieur. Tout ça autour d'une fréquence centrale F0, c'est-à-dire dans une certaine plage de fréquence. Sa mise au point est directement liée à l'histoire de la modulation d'amplitude. C'est une invention française datant de 1932 par Henri Belletsis, je pense, ingénieur de l'École supérieure d'électricité. Donc on distingue deux principaux domaines d'application des PLL. Il y a tout d'abord l'utilisation comme filtre passe-bande très étroit permettant de récupérer un signal porteuse au niveau d'un récepteur, c'est le principe de l'asservissement. Et la deuxième application, c'est comme multiplieur de fréquences, dans le cas des synthétiseurs de fréquences, qui est une des applications abordées dans cette vidéo. Alors, les éléments constitutifs. Donc, une PLL est de structure autour de trois éléments. Il y a le VCO, voltage contrôle oscillateur, ça veut dire oscillateur contrôlé en tension. La fréquence de sortie est contrôlée par la tension d'entrée du VCO. C'est le cœur. Donc, c'est le cœur de la PLL. Il fournit, comme j'ai dit, un signal sinusoïdal ou carré dont la fréquence Fs de t, donc instantanée bien sûr, elle dépend de V de t à l'entrée. Donc il est généralement linéarisé autour d'une fréquence centrale F0. Il possédera une pente égale à K0 qu'on va essayer de déterminer en fonction des montages qui vont réaliser cette PLL. Le deuxième élément important, c'est le comparateur de phase. Donc il peut être réalisé à base d'un multiplieur analogique, d'une porte ou exclusive ou une pompe de charge. Il élabore à sa sortie une tension U de T proportionnelle à la différence de phase entre le signal d'entrée VE et le signal de sortie VS. Donc, il va élaborer une tension qui est proportionnelle à phi E moins phi S de T. Donc, bien sûr, le VE, c'est le signal externe, et le VS, c'est le signal dont on désire synchroniser la fréquence avec le signal d'entrée. Donc, le dernier élément, c'est le filtre passe-bas, donc qui va lisser la tension U de T fournie par le comparateur de phase. Il garde généralement la valeur moyenne, et il va fournir une tension V de T qui est proportionnelle au déphasage phi E moins phi S. Pour commander le VCO, il est toujours caractérisé, donc ce comparateur de phase, il est caractérisé avec le filtre, donc tous les deux permettront de fournir un coefficient. Donc voilà, donc en résumé, il y a le VCO, voltage contrôle oscillateur, qui va fournir une fréquence à la sortie proportionnelle à l'entrée avec une caractéristique linéarisée autour d'une fréquence centrale et avec une pente K0 qui est égale à la variation de la pulsation de la fréquence de sortie sur la variation de la tension de commande, radians par seconde
volt ou hertz par volt, variation de la fréquence. Il y a ensuite le comparateur de phase qui, en association avec le filtre passe-bas, va permettre de fournir un signal V de T qui est proportionnel à la différence de phase φE moins φS avec un coefficient 4D qui est égal à la valeur moyenne fournie par le filtre passe-bas divisé par la différence par le déphasage delta phi, φE moins φS, si on volt par radian. Donc voilà pour les éléments constitutifs. Maintenant on va essayer de voir ces éléments en détail. On va détailler ces éléments l'un après l'autre en commençant par le comparateur de phase. Donc ce dernier, comme on a dit, il doit donner à sa sortie une information sur le déphasage qu'il y a entre le signal d'entrée et le signal de sortie, c'est-à-dire φE moins φS, le déphasage. Et idéalement, il doit fournir, après le filtre, après filtrage bien sûr, on va voir, il doit fournir une tension proportionnelle à la différence de phase qu'il y a entre φE et φS. Maintenant, dans le schéma fonctionnel de la PLL, donc le comparateur de phase se modélise par un comparateur ici, qui va fournir la différence entre φE moins φS, puis un bloc de gain noté KD, exprimé en volts par radian, parce qu'il va donner volt en fonction de la tension d'entrée radian, delta phi. La tension U de T qui sera fournie par ce bloc-là, et en général, donc il y a la différence de KD fois delta phi plus, donc elle sera affectée de fluctuations. Ce sont des harmoniques de fréquence Z de T. Et c'est ça le rôle du filtre, c'est éliminer ces harmoniques de fréquence, donc pour ne conserver que la composante continue qui est proportionnelle à la différence de phase souhaitée. Donc voilà le 4D et la fonction de transfert du filtre. Alors, ça c'est la première version du comparateur de phase. Donc ça c'est la description générale du rôle du comparateur de phase. Maintenant, pour le réaliser, on va pratiquement, donc on va distinguer deux montages. Le premier, c'est on va utiliser un multiplieur analogique, qui va multiplier le signal externe φE de T, le signal externe VE de T avec le signal VS fourni par la sortie de la PLL. On va commencer l'étude par considérer la PLL verrouillée, c'est-à-dire la fréquence d'entrée sera égale à la fréquence de sortie, donc ils se sont synchronisés. Donc à ce moment-là, on peut poser que VE de T c'est VE sinus oméga ET plus phi E et VS égale à VS sinus oméga ET plus phi S, puisque oméga S égale à oméga E. Donc à la sortie U de T de multiplier, on va retrouver KVE fois VS, ça veut dire le produit des deux sinus, qu'on va linéariser, et on va obtenir KVE VS sur 2 cosinus de la somme, ça veut dire oméga E plus oméga E c'est 2 oméga ET, plus la somme des phases, plus KVE VS sur 2 la différence. Oméga E moins oméga E, ça se simplifie, ça reste cosinus phi E moins phi S. Donc bien sûr, ce qui va nous intéresser, c'est le terme où il est le delta phi. Donc on doit essayer de supprimer cette composante, cette composante fréquentielle, comme on a dit, c'est le Z de T qu'on avait démontré dans le schéma fonctionnel. Et qui est-ce qui va jouer ce rôle? C'est le filtre passe-bas qui permettra d'éliminer cette composante fréquentielle. Et on va conserver à la sortie V de T qui va vers le VCO, le terme 4D cosinus delta phi. Donc 4D va représenter la transmittance statique du comparateur de phase, c'est-à-dire le coefficient 4D, c'est la sensibilité ou la transmittance statique du comparateur de phase, c'est KVEVS sur 2. Mais là, il y a une remarque. Donc on n'a pas le 4D fois delta phi qu'on avait décrit dans le schéma fonctionnel, mais le 4D fois cosinus phi. D'accord? Donc on a démontré que V de T, c'est 4D fois cosinus phi. Donc il s'agit d'une fonction cosinus qui devient nulle, donc si on la représente ici, donc en fonction de phi, donc elle va devenir nulle
au point de stabilité A et B, donc plus ou moins pi sur 2. Donc le fonctionnement de ce type de détecteur n'est linéaire que si on travaille ici. Donc il n'est linéaire que si l'on travaille au voisinage des points A et B où il y a des phasages plus ou moins pi sur 2. Donc si l'on considère donc que la PL est verrouillée et fonctionne autour de sa fréquence centrale, donc au voisinage des points A et B, donc on peut assimiler V de T à KD fois delta phi ou moins KD fois delta phi, ce qui va donner une transmittance KD dV sur dt qui est plus ou moins KVEVS sur 2 volts par radian, en fonction qu'on travaille au voisinage du point A ou au voisinage du point B. Donc voilà pour la réalisation d'un comparateur de phase avec un multiplieur, et sa transmittance ou sa sensibilité sera égale à plus ou moins KVEVS sur 2. Maintenant, le deuxième montage qu'on va étudier au niveau du comparateur de phase, c'est le comparateur de phase cette fois numérique, qui est réalisé autour d'une porte ou exclusif. Donc, et pour décrire le fonctionnement, on va considérer un signal VE de T, ici, numérique, et un signal VS de T, qui sont déphasés de delta phi. Donc, les deux signaux sont déphasés de delta phi. Donc, on va essayer de retrouver la sortie de la porte ou exclusive U de T. Donc, on sait que pour une porte ou exclusive, la sortie sera égale à 1 si les deux entrées sont opposées, c'est-à-dire soit 1, 0, soit 0, 1. Mais si les deux entrées sont égaux, 0, 0 ou 1, 1, la sortie sera égale à 0. Donc, ce qui donnera le U de T suivant, c'est-à-dire ici on a 0, 1, c'est 1, 0, 0, ça donnera 0, 0, 1 et 1, ainsi de suite. Donc là, donc ça c'est le signal U de T. À la sortie de la porte ou exclusive. Alors ce signal va attaquer un filtre passe-bas. Donc le filtre passe-bas permettra de récupérer la valeur moyenne du signal U de T. Donc ça veut dire V de T sera égal à la valeur moyenne de U de T. Alors si on calcule la valeur moyenne de U de T, donc automatiquement on va trouver la surface sur la période. Ici la période c'est pi, donc on remarque que la période générée à la sortie du signal généré à la sortie du exclusif, la période c'est la moitié de la période du signal d'entrée. Donc la fréquence à la sortie de la exclusif c'est le double de la fréquence du signal d'entrée. Et la valeur moyenne c'est la surface ici, c'est VD fois delta phi sur pi, la période. Donc VD delta phi sur pi. Donc ce qui correspond à un coefficient KD qui est égal à U moyenne sur delta phi, qui est égal à VDD sur pi. Donc le coefficient du comparateur de phase numérique ou exclusif, c'est VDD sur pi, donc à la sortie du filtre passe-bas. Donc, et comme j'ai dit, la fréquence qui est générée par au niveau de la sortie ici, c'est 2 fois la fréquence d'entrée. C'est pour ça que le filtre passe-bas, il doit éliminer cette fréquence-là, ne laisser passer que la valeur moyenne. Donc dans son dimensionnement, la fréquence de coupure du filtre passe-bas ici doit être largement inférieure à 2 fois FE, d'accord, doit être largement inférieure à 2 fois la fréquence d'entrée, pour pouvoir éliminer les fréquences harmoniques de FE, 6 FE, ainsi de suite, donc qui correspondent à ce signal carré. Donc voilà pour la fréquence de coupure du filtre qui va avec le comparateur de phase ou exclusif. Donc maintenant, concernant le filtre de boucle qui doit être passe-bas, on distingue plusieurs montages. Je donne ici 3 exemples. Il y a le filtre de base constitué d'un circuit RC, classe 1, il y a le deuxième exemple, puis ce troisième exemple. Mais n'importe quel filtre passe-bas peut faire l'affaire. Bien sûr, la différence c'est l'ordre du filtre et la classe du filtre désiré. Donc maintenant, passons à la description du cœur de la PLL, à savoir le VCO, donc oscillateur commandé en tension. Donc, puisque les PLL peuvent fonctionner dans une gamme, logiquement en fonction de la modulation, du type de modulation, dans une gamme qui est très large de fréquences.
depuis les audiofréquences, c'est-à-dire les kilohertz jusqu'à plusieurs de gigahertz. Donc le VCO doit bien sûr couvrir toute cette gamme de fréquences. Et donc de fréquences dans laquelle l'appel doit fonctionner. Et la structure du VCO dépendra de la fréquence à laquelle doit travailler la boucle. Donc, en résumé, le VCO doit fournir à la sortie une fréquence Fs qui est proportionnelle avec un coefficient K0 qui est proportionnel à la tension de commande V de T, et ceci sur une certaine plage de fréquence délimitée par Fmin et Fmax. Donc comme ici, donc on voit bien que la plage de fréquence, donc où le VCO est linéaire, c'est-à-dire il offre une pente linéaire, donc l'intervalle de fréquence utilisable est appelé gamme de fréquence de l'oscillateur, donc c'est Fmax, entre Fmax et Fmin. Donc la loi de commande de Fs en fonction, donc cette loi de commande, elle s'appelle caractéristique du VCO, c'est en général Fs égale à K0 fois V de T plus F0, donc elle est centrée autour d'une fréquence centrale. Donc K0 c'est la pente caractéristique. Donc logiquement les fréquences min et max sont réglées à l'aide des résistances et de capacités extérieures à la PLL. Ils sont réglés de telle façon à couvrir, comme j'ai dit, la gamme de fréquences désirée. Et on va voir dans l'un des TD que les constructeurs de circuits interdits fournissent des abacs permettant de faire ce choix. Donc on va finir cette description avec la note suivante, c'est le VCO, comme j'ai dit, c'est linéarisé autour de la fréquence F0, avec une pente K0, qui s'appelle le gain statique, avec une variante qu'on appelle VCO sans offset. Ça veut dire il n'y a pas de déviation de fréquence minimale, c'est-à-dire le Fmin sera égal à 0, ça commence ici, à partir de 0. Donc voilà, ça c'est la description du fonctionnement du VCO avec sa fréquence centrale et tout. Donc maintenant, on va essayer de voir le fonctionnement général de la PLL. Fonctionnement général de la PLL, il peut être résumé par le cheminement suivant. Donc on a notre PLL, voilà. Donc en l'absence de signal injecté, donc supposons, donc on va pas injecter un signal à l'entrée, donc ou si la fréquence du signal entrée qu'on a injecté, elle est en dehors de la plage de verrouillage, Fmin moins Fmax, cette plage de verrouillage, si la fréquence de l'entrée est en dehors de cette plage, donc la boucle est dite non verrouillée, et la fréquence de sortie sera égale à la fréquence centrale, F0. Fréquence centrale d'oscillation. Maintenant, si on injecte dans la boucle, ici on injecte un signal de fréquence FE voisine de F0, mais situé dans la place qu'on appelle de capture. Si la fréquence du signal d'entrée est située dans la plage de capture, la PLL se verrouille. Et on aboutit au bout de quelques millisecondes à un état stable où Fs sera égal à Fe. Et là, Fs va commencer à suivre les variations de Fe, donc elle va s'asservir avec Fe. Une fois la boucle est verrouillée, donc la fréquence d'entrée peut varier bien sûr, mais sans sortir cette fois de la plage de verrouillage. Donc elle se capture, donc la boucle se verrouille une fois Fe entre dans la plage de capture. Une fois Fe entré dans cette plage, le Fs, la fréquence d'entrée, la fréquence de sortie va suivre la fréquence d'entrée, va s'asservir à Fe, tant que cette fréquence d'entrée varie à l'intérieur de la plage de verrouillage. Donc à ce moment-là, il n'y aura pas décrochage, donc il y aura verrouillage et on aura Fs égale à Fe. Mais si la fréquence d'entrée sort de la plage de verrouillage, la boucle décroche et on revient à la situation d'une boucle non verrouillée, donc ça veut dire oscillation à la fréquence centrale. Pour raccrocher la boucle, il faut alors revenir au voisinage de F0, c'est-à-dire pénétrer dans la plage de capture. Il faut repénétrer dans la plage de capture pour que la boucle se verrouille à nouveau.
Donc en résumé, donc en boucle verrouillée, la PLL assure l'égalité des fréquences à l'entrée du comparateur de phase. Ça veut dire Fs sera Fe. Les deux fréquences à l'entrée du comparateur sont égales une fois la boucle verrouillée. Maintenant, quand est-ce qu'elle se verrouille? Si au niveau de la plage de capture, c'est l'écart de fréquence, donc elle correspond à l'écart de fréquence entre la fréquence libre F0 et la fréquence à partir de laquelle la PLL se verrouille. La fréquence à partir de laquelle la PLL se verrouille. Donc cette plage dépend de la fréquence de coupure du filtre passe-bas. Et la deuxième plage qu'on a définie, c'est la plage de verrouillage. Elle correspond à l'écart de fréquence entre la fréquence libre et la fréquence de l'entrée à partir de laquelle la PLL décroche. Donc cette plage, elle dépend du VCO. C'est le Fmax et le Fmin du VCO. Donc c'est Fmax moins Fmin. Voilà pour la description du fonctionnement d'une PLL. Maintenant, concernant le schéma fonctionnel, donc pour des variations autour du point de repos, donc quand la boucle est verrouillée, donc si on s'intéresse aux phases des signaux d'entrée-sortie, le schéma à fonction est le suivant. Donc on a ici le comparateur de phase avec sa sensibilité 4D suivi du filtre FP, puis le VCO. Donc pour retrouver tout ça, donc c'est une simple transformée de la place. Donc le phi de T a été remplacé par phi de P, le phi de S par phi S de P, le I de T par U de P, le V de T par V de P, ainsi de suite. Donc le comparateur de phase, qu'est-ce qu'il nous donne? UD égale à KD phi E de T moins phi S de T. Quand on passe à la place avec la propriété de linéarité, donc on aura U de P, c'est KD fois delta phi. Donc pour le filtre passe-bas, on aura VP, c'est F de P, la fonction de transfert du filtre fois U de P. Et pour le VCO, on a Fs ou oméga S, c'est K0 fois V de T. Donc oméga S de P sera égal à K0 fois V de P, linéarité. Or, nous, qu'est-ce qu'on veut récupérer? On veut récupérer phi S de la phase. Alors, la relation entre oméga et la phase, c'est oméga, c'est d de phi sur dt. Quand on passe à la place, ça veut dire oméga de P, oméga S de P sera égal à P fois phi de P, d'où la relation suivante, phi de P sera égal à K0 sur P fois V de P. Donc on doit ajouter un terme 1 de P 1 sur P qui indique l'intégration pour retrouver phi S à partir de oméga S. Donc ce qui nous ramène à la fonction de transfert en boucle ouverte, phi S sur phi E, qui est égal à 4D fois F de P fois K0 sur P. Maintenant, si on s'intéresse aux fréquences comme signal d'entrée et de sortie, donc on va faire un petit changement au niveau de la boucle, c'est-à-dire on va récupérer oméga S comme sortie, le 1 de P va passer ici comme chaîne de retour, et pour retrouver phi E de P, on ajoute un terme d'intégration, et le 1 de P peut être intégré à l'intérieur de la boucle ouverte, de la chaîne directe. Donc voilà, donc ça c'est le modèle complet de la PLL en pulsation, et ça c'est le modèle complet en phase. C'est la production du 1 sur P qui diffère, mais la fonction de transfert en boucle ouverte reste la même. Donc maintenant, l'une des applications courantes de la PLL est le synthétiseur de fréquence, donc représenté par le schéma suivant. Donc le synthétiseur de fréquence, il permet de produire, donc à partir d'un oscillateur local, ici à quartz de référence, c'est-à-dire f de x de référence, il permet de produire un signal à la sortie dont la fréquence peut varier par pas. Donc Fs, on peut générer une fréquence Fs qu'on peut contrôler, donc elle va varier par pas dans une certaine plage, et dont la stabilité sera la même que celle de l'oscillateur de référence pilote à quartz. C'est-à-dire elle sera aussi stable que la fréquence de l'oscillateur à quartz référence. Alors comment on va faire ça? Donc ça c'est le schéma fonctionnel. Donc on retrouve la boucle, la PLL.
qu'est-ce qu'on a ajouté ici au niveau de la réaction? On a ajouté un diviseur programmable numérique par n. Et l'oscillateur local, on n'a pas attaqué directement le comparateur de phase, mais on a ajouté un diviseur par m. Après, on va voir le rôle des deux diviseurs. Donc, pour le fonctionnement, donc on va considérer que la boucle est verrouillée. Donc, si la boucle est verrouillée, ça veut dire les fréquences des signaux à l'entrée du comparateur de phase sont égales. Donc, automatiquement, on aura fs sur n égale à fx sur m. Ça veut dire fs égale à fx sur m fois n. Alors là, le diviseur de fréquence par m qui est en cascade avec l'oscillateur local, il permet de régler ce pas-là. C'est ce qu'on appelle le pas, c'est-à-dire la variation élémentaire de la fréquence de sortie. Donc ce pas-là sera égal à fx sur m. Donc à ce moment-là, la fréquence de sortie sera égale à n fois le pas. Elle sera contrôlée par le diviseur programmable par n qui a été ajouté au niveau de la chaîne de retour. Donc là, le pas représente la variation élémentaire de la fréquence. Ça veut dire si le pas est de 1 méga, ça veut dire la fréquence de sortie pourra varier avec un pas de 1 méga. Par exemple, 10 mégas, 11 mégas, 12 mégas, 13 mégas, un pas de 1 méga. Maintenant, qui est-ce qui va contrôler la fréquence de sortie? Donc, la fréquence de sortie qui sera un multiple de ce pas-là, bien sûr, elle sera contrôlée par le diviseur programmable par n. Donc, en résumé, le pas du synthétiseur de fréquence, il est contrôlé par le diviseur par m, et la fréquence elle-même à la sortie, elle est contrôlée par le diviseur par n. Donc, étudions un exemple de cas. Donc, exemple, un teneur FM, on veut régler la fréquence, la radio, le module radio qu'on connaît tous, dans la plage FM, modulation fréquence, la gamme est de 88 à 108 MHz, par pas de 50 kHz. Donc, première chose, on va essayer de dimensionner fx et m, ça veut dire l'oscillateur, et le diviseur par m, pour avoir mon pas de 50 kHz. Par exemple, si je choisis un oscillateur à quartz de 1 MHz, donc m doit être égal à 20. Donc, une simple opération mathématique, je veux que ça soit égal à 50 kg. Le pas 50 kg pour une fréquence fx égale à 1 méga, donc m égale à fx sur le pas, c'est 20. Donc, ça c'est pour le pas. Maintenant, pour n. Donc, le fs égale à n fois le pas. Donc, fs min, c'est 88. On déduit le n minimal, c'est le fs min divisé par le pas. Et pour le n maximal, c'est la fréquence maximale divisée par le pas. C'est-à-dire que le n doit varier dans la plage de fréquence allant de n doit varier entre 1760 et 2160 pour permettre une fréquence à la sortie variable de 88 à 108. Ça veut dire pour n égale à 1760, la fréquence de sortie sera égale à 88 MHz. Pour n égale à 1761, on va ajouter un pas. C'est-à-dire la fréquence sera égale à 88,05 MHz. Chaque fois que le n s'incrémente, la fréquence va augmenter d'un pas jusqu'à atteindre 108 MHz pour n égale à 2160. Donc maintenant, on va terminer notre vidéo avec un exemple de circuit intégré permettant de réaliser une PLL, à savoir le CD4046. C'est un circuit CMOS qui est très utilisé, communément utilisé pour réaliser pratiquement une boucle à verrouillage de phase. Donc en consultant son schéma interne, on trouve que ce circuit va intégrer les blocs suivants. Donc à l'intérieur du circuit, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve le VCO, oscillateur commandé en tension, quasi linéaire sur une plage de fréquence, voilà, donc quasi linéaire sur une plage de fréquence qui est fixée par les composants externes R1, R2, C1. La pente dépendra de l'existence ou non de R1, de R2. Donc, cette pente dépendra des composants qui sont bien sûr dimensionnés suivant des abacs fournis par le datasheet du circuit. Donc un DTD qu'on verra après cette vidéo va détailler ce dimensionnement. Un exemple par exemple, pour R1 égale à 10 kg
100 R2, R2 infini SC1 égale à 220 picofarads, on obtiendra un VCO centré autour de une fréquence centrale de 100 kHz. Alors, le deuxième bloc qu'il y a à l'intérieur, c'est le comparateur de phase, donc en haut exclusif, avec son trigger de mise en forme du signal d'entrée. Donc il y a un trigger de mise en forme du signal d'entrée. Donc et puis il y a un suiveur de tension pour utilisation en démodulateur. Alors ce circuit intégré, comme on a dit, pour le compléter, on a tout d'abord ajouté les C1, R1, R2 pour dimensionner pour fixer la plage de variation de la fréquence du VCO ainsi que sa fréquence centrale. Mais aussi on doit ajouter le filtre externe, parce qu'on a le VCO, on a le comparateur de phase, mais il manque le filtre. Donc voilà, donc c'est le premier élément qui est ajouté, c'est le filtre passe-bas. Ici il est réalisé par R3 C2. Donc un exemple de dimensionnement. Donc si R3 C3, je m'excuse, R3 C2, ici c'est C2, c'est pas R3, je m'excuse. Donc R3 est égal à 10 kg, C2 égale à 10 nano, on obtient une fréquence de coupure pour le filtre passe-bas de 1,6 kHz. On a dit c'est elle qui va contrôler la plage de capture. Et éventuellement on peut ajouter, donc si on veut par exemple réaliser un synthétiseur de fréquence comme on vient d'expliquer il y a quelques instants, au niveau de la boucle ici, on ajoute un diviseur de fréquence par n. Donc au niveau de l'entrée, on va ajouter un oscillateur avec un diviseur par n. Donc voilà pour le dimensionnement. Donc là, la fréquence de coupure, on voit bien que si on compare, vu ce dimensionnement, c'est 2F0 sur 125, donc plus de 2 D4 sous 2 fois F0, la fréquence centrale du VCO. Donc voilà pour ce cours concernant la PLL. Donc c'était un cours rapide, parce que cette PLL, on va la retrouver aussi bien au niveau de la modulation d'amplitude ou de la démodulation d'amplitude que de la modulation ou de la démodulation de fréquence, ainsi que dans les synthétiseurs de fréquence.